Voici l'histoire de 160 millions de gallons d'eau distribués chaque jour aux Montréalais. D'où vient cette eau? D'un immense réservoir, 5 lacs, grands comme des océans, alimentés par les cours d'eau d'un territoire d'1 million de milles carrés. Et c'est ici, dans le lit tranquille du Saint-Laurent, qu'1 300 000 personnes puisent cette eau. Les tuyaux des 2 prises reposant au fond de la rivière amènent l'eau au canal de l'Aqueduc. Ce canal, long de 5 milles et demi, forme un bassin de sédimentation de 300 millions de gallons. Deux jours après que l'eau a quitté la rivière, elle atteint l'autre extrémité du canal. Voici que l'eau brute, c'est-à-dire non traitée, pénètre dans l'usine de filtration. Entrant dans l'usine, où de puissantes pompes élèvent cette eau au-dessus des filtres. Chacune de ces pompes a une capacité de 50 millions de gallons par jour. Il s'agit maintenant de débarrasser l'eau brute de ses impuretés en la filtrant. Voici une galerie de filtres. Il y en a 3 autres comme celle-ci. Et les 4 ensemble peuvent filtrer 200 millions de gallons d'eau par jour. Dans chaque galerie, 16 filtres s'alignent, formés chacun d'un grand bassin de béton armé. Voici un diagramme qui indique comment on filtre l'eau. L'eau brute est amenée au-dessus du filtre et l'eau filtrée sort par le bas. Le filtre lui-même est fait de sable et de gravier, le sable fin au-dessus et le gravier le plus gros au fond. Dans un filtre en construction, remarquez les tuyaux perforés qui serviront à recueillir l'eau filtrée. Ces tuyaux sont couverts de gravier de la grosseur d'un jaune d'œuf, puis de gravier de plus en plus fin, et finalement de sable. Le nettoyage des filtres est très important. Chacun doit être lavé au moins tous les 3 jours. Pour laver un filtre, on commence par fermer la conduite d'amener de l'eau brute. On laisse ensuite se vider le filtre. Et pour aller plus vite, on envoie à l'égout l'eau qui reste dans le filtre. Quand le niveau de l'eau a baissé jusqu'à environ 6 pouces au-dessus du sable, on insuffle par le bas de l'air comprimé qui agite toute la masse filtrante. Cette agitation détache toutes les impuretés des grains de sable et du gravier. On envoie ensuite de l'eau filtrée par le bas, et cette eau, débordant dans les aujets, entraîne à l'égout toute la boue et les saletés qui avaient été retenues par le filtre. Après avoir répété cette série d'opérations, on admet de nouveau l'eau brute jusqu'à son niveau normal. Le filtre est prêt à fonctionner. L'eau purifiée s'écoule de nouveau dès qu'on ouvre les valves.
Les filtres n'éliminent cependant pas tous les microbes. On emploie pour ça un produit chimique, du chlore. Le chlore est emmagasiné dans des cylindres déposés sur des balances et il est injecté dans l'eau filtrée à une dose qui équivaut à 3 pintes par million de gallons. Après 10 minutes d'absorption du chlore, on prélève pour analyse des échantillons d'eau. 2 épreuves différentes permettent de contrôler la quantité de chlore. Par un contrôle de la couleur des échantillons, un chimiste vérifie la dose de chlore en comparant avec des liquides dont la couleur correspond à telle ou telle quantité de chlore. Il vérifie ces résultats en les comparant à ceux d'un appareil automatique muni d'un œil électrique. Le chlore s'étant combiné chimiquement avec les matières végétales en suspension et en solution dans l'eau, il n'en reste au bout de 10 minutes qu'environ un quart d'une partie par million. C'est ce qu'indique l'appareil enregistreur. Si la proportion de chlore s'écarte de certaines limites, automatiquement la valve de chlore s'ouvre ou se ferme pour rétablir constamment l'équilibre. Filtrée et chlorée, l'eau est prête à la consommation. Un laboratoire bien équipé contrôle la qualité de l'eau distribuée aux Montréalais. C'est là qu'à l'aide des meilleurs appareils scientifiques, les chimistes de la ville font subir tous les jours à l'eau une série d'épreuves physiques, chimiques et bactériologiques. On prélève pour cela des échantillons à des intervalles réguliers. Voici un employé qui prend un échantillon d'eau brute à son arrivée aux premières pompes de l'usine. On prend d'autres échantillons de l'eau filtrée avant son départ de l'usine. Enfin, on prélève des échantillons un peu partout dans la ville et dans la banlieue. Ces échantillons, bien étiquetés, arrivent au laboratoire pour analyse. L'une des épreuves détermine le nombre de bactéries par centimètre cube. Après avoir agité l'eau de cet échantillon, le chimiste, au moyen d'une pipette, en dépose une certaine quantité sur des plaques de verre. Il prend ensuite une éprouvette contenant de l'agar et en verse le contenu sur les plaques de verre. Ayant agité le tout, il le laisse reposer pendant 48 heures afin que les microbes, s'il y en a, se multiplient en colonies faciles à compter. À travers une lentille, le chimiste examine un échantillon d'eau non traitée chargé de bactéries. Puis, un échantillon d'eau filtrée et chlorée, débarrassé de toute bactérie. Les résultats de tous les essais sont enregistrés avec soin. Un autre essai permet de vérifier l'alcalinité de l'eau. Les Montréalais ont la bonne fortune d'avoir de l'eau ni trop dure ni trop douce. Voici comment on s'en assure. On verse de l'eau dans une petite bouteille contenant certains produits chimiques. On y ajoute goutte à goutte de l'acide sulfurique et on agite la solution. La quantité d'acide qu'il faut ajouter pour que la solution devienne blanche indique combien l'eau contient de bicarbonate. Un autre essai permet de déceler la présence du bacille de la typhoïde. On verse de l'eau dans des éprouvettes dont chacune contient un petit tube renversé et on place le tout dans un incubateur. Si l'épreuve démontre l'absence de bacille du groupe coli,
On peut en conclure que le bacille de la typhoïde est également absent. Autrement, les gaz formés dans cet essai de fermentation l'indiqueraient en soulevant le tube renversé. Ce sont des épreuves de ce genre qui ont permis à Montréal d'éliminer presque complètement la fièvre typhoïde. Voici sous forme de graphique comment s'accuse la diminution des décès causés par la typhoïde depuis que la ville a commencé à traiter son eau en 1909. Il faut faire exception en 1926 pour une épidémie causée par le lait. La diminution reprend ensuite jusqu'à 1946 où l'on n'enregistre aucun décès par la typhoïde. Voyons maintenant comment l'eau pure est distribuée. Cela commence à l'usine de pompage du bas niveau. Dans cette usine, des pompes refoulent l'eau dans les conduites du bas de la ville. Elles font monter le surplus dans le réservoir McTavish. L'usine McTavish reprend l'eau du réservoir et dessert les consommateurs du niveau suivant, le surplus allant encore au réservoir plus élevé. Les consommateurs les plus haut perchés sont environ 700 pieds au-dessus du canal de l'aqueduc. Toutes les pompes du réseau sont actionnées à l'électricité. Le réservoir McTavish a subi une transformation radicale. On l'a reconstruit par cellules couvertes pour y planter ensuite des arbustes et des arbres et le transformer en parc. Voici l'usine de pompage Côte-des-Neiges et le réservoir entièrement couvert de béton sous son manteau de verdure. Le réservoir de Côte-des-Neiges et celui d'Outremont que voici complètent la série avec 3 réservoirs moins grands à des niveaux supérieurs. Du fleuve à votre cuisine, l'eau suit un chemin compliqué mais sûr. Schématiquement, voici le trajet qu'elle parcourt. D'abord, le canal, les premières pompes, les filtres, les bassins où l'on ajoute le chlore, puis commence la distribution de l'usine du bas niveau aux usagers du bas de la ville et au réservoir McTavish. L'eau continue son petit bonhomme de chemin, arrive chez les consommateurs du niveau supérieur, atteint les réservoirs Côte-des-Neiges et Outremont, et en passant celui des Cèdres. Et de là s'élève à ceux de Westmount et du Mont-Royal. Tous les jours de l'année, 160 millions de gallons d'eau pure sont distribués à plus d'1,5 million de Montréalais par la division des eaux et de l'assainissement du service des travaux publics.